Nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de M. Jean-Pierre Farandou, président directeur général du groupe SNCF, Madame Carole Desnaux, directrice technologie, innovation et projet, et M. Philippe Massin, directeur financier. Je vous remercie au préalable, Monsieur le Président directeur général, pour la disponibilité dont vous avez fait preuve en acceptant de modifier l'horaire de votre audition aujourd'hui en raison du scrutin solennel qui a eu lieu ce jour en séance publique à 14h30. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct. Elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Monsieur le Président directeur général, Madame, Monsieur, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête, outre bien évidemment vos fonctions à la SNCF. Pas d'autres participations dans d'autres entreprises qui bénéficient d'aides publiques, par exemple, ou associations. Merci. Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité et rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure », sans oublier d'allumer vos micros, s'il vous plaît. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi au sens large lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Après avoir entendu EDF le 22 avril dernier, nous avons souhaité entendre un autre fleuron de nos entreprises publiques, la SNCF. Celle-ci est redevenue le 1er janvier 2020 une société anonyme à capitaux publics qui est aujourd'hui la société mère du groupe SNCF, constituée de plusieurs filiales, dont SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion et SNCF Voyageurs et Rail Logistique Europe, ainsi que Keolis et Géodis. Après une présentation succincte de l'activité de votre groupe, nous aimerions connaître votre regard, Monsieur le Président directeur général, sur les aides publiques aux entreprises. Quelques questions pour guider vos propos. Quelles sont les principales différences entre les aides versées en France et celles octroyées dans les pays où votre groupe est présent? Quel est le montant global des aides publiques reçues par votre groupe en 2023 en France? En particulier, quel est le montant des subventions qui vous sont octroyées, qu'il s'agisse de l'investissement, du fonctionnement ou encore de la subvention d'équilibre au régime spécial de retraite des cheminots? Quel est le panorama de vos sous-traitants et des aides qu'ils perçoivent? Avez-vous le sentiment que les aides publiques aux entreprises sont suffisamment suivies et évaluées en France? Quelles sont, selon vous, les aides dont l'efficacité est avérée et, à contrario, celles dont l'efficacité est douteuse? Quelles seraient vos propositions pour renforcer l'efficience des aides publiques octroyées aux entreprises? Seriez-vous favorable à l'introduction de conditions ou de critères qui permettent d'évaluer l'efficacité des aides? Et si oui, quelles devraient être alors les limites à la conditionnalité de ces aides? Je vous propose, Monsieur le Président directeur général, de traiter ces questions dans un propos liminaire d'une vingtaine de minutes. Puis Fabien Gay, notre rapporteur, vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Et enfin, les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Monsieur le Président directeur général, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je salue à nouveau les sénatrices et les sénateurs ici présents et vous dis le grand plaisir que j'ai eu de répondre à l'invitation qui m'a été faite de venir participer aux travaux de cette commission. Quelques propos, donc, après vous avoir salué. Donc, je suis donc accompagné, vous l'avez compris, de Madame Desnaux, qui est directrice technologie, innovation, projet, qui pourra donc rentrer plus particulièrement dans les sujets relatifs aux aides liées à l'innovation et à la recherche, ainsi que M. Massin, directeur financier du groupe, qui pourra aussi préciser des questions économiques qui pourraient parvenir. Alors, j'espère vous répondre bien sûr le plus précisément possible. 4 axes dans mon propos liminaire. Je rappelle, même si le Président a donné les grandes lignes sur l'organisation du groupe,
qui peut expliquer les enjeux et la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quelques précisions sémantiques, effectivement, c'est la notion d'aide publique, de quoi parle-t-on et comment on peut bien classer les sujets pour pas qu'il y ait confusion dans l'expression. Troisièmement, les aides publiques, je vous dirai qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'elles vont et comment elles se caractérisent, et peut-être terminer sur des recommandations, puisque la Commission nous y a invités. L'organisation du groupe, vous l'avez dit, on se rappelle quand même qu'on est une entreprise 100% publique, à capitaux incessibles. C'est la loi de janvier qui a été votée en 2018, mise en œuvre au 1er janvier 2020, qui a installé cette nouvelle SNCF, qui est assez différente de l'ancienne. Le nom est resté, mais la nature juridique est très différente, puisque nous sommes passés du statut d'EPIC au statut de société anonyme. Et ce n'est pas complètement neutre dans le pilotage économique de l'entreprise. Les emplois ne sont pas délocalisables. Ça peut être important par rapport aux aides publiques relatives à l'encouragement à l'emploi au sens large du terme. Rappelez aussi les 3 objectifs de la réforme. Donc transformer l'organisation en profondeur pour anticiper sur l'arrivée de la concurrence dans le transport ferroviaire de voyageurs. Il y avait aussi un sujet de financement du système ferroviaire français avec la reprise de 35 milliards d'euros de l'État, par l'État, de dettes accumulées par SNCF Réseau. Sur l'organisation, donc, elle a été décrite, donc j'y reviens pas particulièrement. Peut-être une autre lecture aussi, c'est d'avoir les 3 grands métiers qui se rangent derrière l'activité du groupe en grand. Vous avez la gestion d'infrastructures et d'installation de services, avec SNCF Réseau et Gares et Connexions, qui sont en fait ouvertes à tous les nouveaux entrants. C'est ça, on revient un peu à la toile de fond de la concurrence. Donc on a une partie du groupe SNCF, le réseau et les gares, qui sont, et c'est déjà le cas, qui sont ouvertes par rapport à l'arrivée de nouveaux opérateurs. Donc en voyageurs, c'est le cas, puisqu'il y a Trenitalia et Renfe, les Italiens et les Espagnols qui opèrent des services à grande vitesse sur notre réseau. Et dans le domaine de la délégation de services publics, très bientôt, au mois de juin, la société Transdev va commencer à opérer une ligne de TER entre Marseille et Nice. Donc la concurrence arrive réellement dans notre pays et Réseau et Gares et Connexions doit veiller à accueillir de nouveaux entrants avec la plus grande équité possible. Le deuxième métier, c'est le transport ferroviaire urbain de voyageurs, avec SNCF Voyageurs qui se décompose en TER, Transilien et les trains intercités. Donc là, c'est l'État qui est l'autorité organisatrice, et la filiale Keolis, que je connais bien, pour avoir eu l'honneur de la diriger pendant 7 ans. Troisième pôle, c'est les marchandises et la logistique, avec Rail Logistique l'Europe, qui est présent et en France et en Europe, conformément à son nom, qui fait que du ferroviaire, et Géodis, qui est un logisticien multimodal, qui assure des flux importants, notamment de containers, entre l'Asie et l'Europe et les États-Unis, donc qui aussi fait partie à 100% du groupe Keolis. SNCF. Deuxième objectif, le financement, j'en ai parlé, reprise de 35 milliards d'euros de la dette de réseau en 2 temps, une fois à hauteur de 20 milliards en 2020 et 15 milliards en 2022. La contrepartie, bien sûr, pour l'équipe de management dont je fais partie et que j'ai la chance d'animer, c'est le retour durable à l'équilibre, ce qui est le cas, puisque ça fait, si on met de côté la parenthèse Covid qui a bousculé tout le monde, y compris la SNCF, depuis 22, 23, 24, on a et 21, dès 21, on est dans l'équilibre, on est dans le vert. C'était pas arrivé depuis très longtemps, j'ose pas dire depuis toujours, mais en tout cas, ça faisait longtemps que le groupe SNCF n'avait pas affiché des résultats positifs durables. Donc, une idée reçue que je profite pour combattre, nous, contrairement à ce que certains disent, nous ne coûtons pas d'argent à l'État. Nous ramenons de l'argent à l'État, puisque nos dividendes, entre 1 et 2 milliards selon les années, remontent dans les caisses de l'État. Et l'État, dans la loi 2018, a fait le choix de les réinvestir dans le réseau. Voilà, il y a un cercle vertueux. Tout l'argent que gagnent, y compris Géodis et Keolis dans leurs activités à l'international, tout ça est remonté par la consolidation dans la SA tête que je dirige et abonde un fonds de concours qui lui sert à financer le réseau. Donc voilà, donc ça marche. Enfin, cette dimension économique de la réforme marche parfaitement. Troisième objectif, la concurrence, j'en ai déjà parlé, donc elle est en marche, elle est en route, donc pour le moment elle est encore peu importante, mais quand même, on a déjà 8 appels d'offres qui ont été organisés dans le monde de la délégation de services publics. SNCF Voyageurs en a gagné 5, en a perdu 3, forme d'équilibre qui peut apparaître. Et côté ce qu'on appelle le service librement organisé, le côté TGV, dont 2 opérateurs. Ce qu'on peut dire, c'est dans quelques années, mais quand je dis quelques 28-30, donc c'est pas si vieux, il y a d'autres opérateurs qui se préparent pour rentrer dans le marché de la grande vitesse, notamment des opérateurs à capitaux privés, qui sont en train de lever des fonds, qui ont passé des commandes d'achat de rames TGV, qui se préparent à rentrer sur le réseau français dans quelques années. Donc la concurrence, là, va devenir une réalité forte. Voilà, donc je voulais le souligner.
Et dans le monde de la DSP, on est à 9 appels d'offres, mais ce 9 va devenir rapidement plusieurs dizaines d'appels d'offres par an, puisque progressivement, toutes les activités TER de France, toutes les lignes de Transilien, toutes les lignes intercités seront ouvertes à la concurrence. Dans moins d'une dizaine d'années, tout cela sera ouvert à la concurrence. La concurrence arrive très fortement dans l'univers du ferroviaire. Quelques volumes aussi à se remettre en tête. Sur le groupe SNCF, c'est quoi? C'est 15 000 trains qui roulent par jour. 15 000 trains, et on recommence tous les jours. Donc c'est la dimension opérationnelle de cette entreprise. Jour et nuit, il y en a un peu moins la nuit, il y a les travaux, mais il y en a beaucoup le jour. Mais c'est 15 000 trains, vous imaginez ce que c'est. C'est 28 000 km de ligne. Ça, c'est le côté réseau, dans 2800 km de LGV. C'est 5 millions de passagers transportés par jour. Et là, on recommence tous les jours là aussi. Donc c'est quand même, les masses sont considérables. 3000 gares en France, des très grandes, comme les gares parisiennes ou les grandes gares de province, mais des toutes petites aussi. Côté social, on est, le groupe SNCF est l'un des tout premiers employeurs de France. Et en tout cas, on est le premier recruteur de France, avec plus de 17 000 recrutements dans le groupe, dont 8 300 dans la partie ferroviaire du groupe. Donc nous recrutons énormément. Le nombre de cheminots, alors donc les salariés du ferroviaire, 150 000. Voilà, et Géodis et Oli, ça fait un bon 100 000 de plus. La masse salariale des 150 000 cheminots, c'est 10 milliards d'euros de masse salariale par an. Voilà, les masses, elles sont considérables. Mais ça, c'est lié à la taille du groupe et à son enjeu et dans son volume de salariés. Les alternants, ça renvoie déjà, on commence à préparer quelques aides publiques qui apparaissent dans ces thèmes-là. On a presque 8 000 alternants par an, donc on recrute énormément d'alternants. On considère qu'on a un rôle de formation des jeunes et on offre des chances aux jeunes de venir passer des diplômes chez nous à travers cette formule d'alternants à laquelle nous croyons beaucoup. Aussi, on a un rôle d'animation de l'économie dans le pays, puisque nous avons 15 milliards d'euros d'achats par an. Donc c'est énorme, hein, donc 15 milliards qui vont dans l'économie française largement. Hein. Des grandes entreprises, mais aussi des petites. On a beaucoup de PME. Par exemple, on a 19 000 fournisseurs dans 12 000 PME. Voilà, il faut bien voir que l'argent que brasse, je vais dire, la SNCF profite à toute l'économie française, notamment les PME, dans nos territoires. On y tient beaucoup. Le nombre d'emplois d'ailleurs soutenus, hein, donc c'est les emplois liés à nos achats, c'est 269 000 emplois soutenus en 2024. Donc on voit aussi l'impact indirect sur l'emploi des politiques conduites par la SNCF. Voilà, les impôts et taxes, puisqu'on parle d'argent, on en reçoit, mais aussi on en verse. On verse 1,4 milliard d'impôts et taxes en 2024. Voilà, donc plus de 80% en France. On a un petit peu d'impôts et taxes ailleurs qu'en France, mais c'est 1,2 milliard payés en France. Voilà, quelques chiffres qui donnent les enjeux économiques et sociaux de notre entreprise. Alors, excusez-moi, Monsieur le Président, Directeur général, sans rentrer trop dans le détail, dans impôts et taxes, vous y mettez les cotisations salariales ne sont pas dedans, patronales non plus, c'est vraiment les impôts et taxes. Oui, c'est tout à fait. Que les impôts. Il n'y a pas les cotisations dedans. Impôts de production et taxes oui, c'est ça. Impôts, sociétés, etc. Oui, c'est ça. Merci. Alors, on arrive maintenant, on rentre dans le vif du sujet, la petite introduction chiffrée étant faite. Qu'est-ce qui relève d'aide publique et qu'est-ce qui correspond, et là il y a pas mal d'ambiguïté, au financement d'une politique publique. Voilà, il faut bien distinguer là derrière les politiques publiques qui relèvent du gouvernement. Quel chemin de fer veut-on dans ce pays, hein, quelle est l'ambition ferroviaire du pays? Ça relève du gouvernement et du Parlement, qui parfois vote ou décide les moyens qui y sont consacrés, à distinguer de la santé économique de l'entreprise SNCF, qui est une entreprise publique. Mais voilà, il y a parfois des confusions entre les deux concepts. Et d'ailleurs, certains commentateurs, dont certains que vous avez d'ailleurs auditionnés, parfois, me semble-t-il, entretiennent ces confusions qui font penser à l'adage populaire, les choux, les carottes et les navets. Hein, on additionne des choses qui ne sont pas, à mon avis, additionnables, de même nature. Alors, dans les financements publics, qui correspondent à effectivement de l'argent, mais qui, selon nous, ne sont pas une aide publique. D'abord, les collectivités, les régions, Île-de-France Mobilité, l'État, donc, en fait, nous achètent à travers des contrats des prestations de services publics. Les trains, les TER que nous produisons tous les jours, les Transiliens que nous produisons tous les jours, les intercités que nous produisons pour le compte de l'État, il y a des compensations financières de services publics qui ne sont pas des aides directes. Et d'ailleurs, si c'est une compagnie privée qui les ferait à notre place, ils les toucheraient de la même manière. Donc là, il y a une première confusion. Pour nous, c'est de l'achat de prestations. Il se trouve que c'est nous qui les faisons. Demain, ça sera peut-être moins nous, puisque la concurrence sera là. Mais ce qu'on dit là vaut pour les déchets, vaut pour l'eau. Enfin, c'est tout le principe de la délégation de services publics qui est derrière. Nous ne classons pas ces sommes-là dans des aides publiques. Voilà, c'est de l'achat de prestations, en contrepartie de l'exécution de services publics. Ensuite, des financements publics qui bénéficient au secteur ferroviaire. Donc là, on pense à des subventions d'investissement qui se sont élevées à 7 milliards d'euros en 2023, 7,9 en 2024.
Là aussi, pour nous, ce n'est pas des aides publiques à proprement parler, ce sont des subventions d'équipement qui sont par exemple payées dans les contrats de projet État-région, qui vont sur le bien commun qui est le réseau ferroviaire. Hein. Généralement, c'est là où va l'argent. Voilà, donc très largement, c'est ça qui capte l'argent de ces subventions d'investissement, ou ce sont des achats de matériel roulant que nous faisons pour le compte des régions. En fait, ce matériel roulant, il appartient aux régions, et on le rend d'ailleurs. Quand elles nous mettent en concurrence, elles nous demandent la restitution des matériels roulants, c'est ce que nous faisons. Donc nous sommes que la maîtrise d'ouvrage déléguée, donc facialement, c'est nous qui achetons les matériels, mais en fait, ces matériels, donc on a la subvention qui va avec, mais quand la région nous le demande, ou Île-de-France Mobilité, on le restitue tout aussi vite. Voilà, donc c'est comme portage financier, c'est pas vraiment une aide publique qui va dans les caisses de la SNCF. Donc il y a parfois de la confusion sur ces sujets. Pour vous donner quelques chiffres, sur les achats de trains et construction d'ateliers pour le compte finalement des collectivités, c'est 2,7 milliards en 2023. Pour le financement des travaux de gare et connexion, notamment des travaux de mise à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, c'est 600 millions d'euros en 2023. Et SNCF Réseau pour la régénération de l'infrastructure, c'est 3,8 milliards en 2023. Voilà, donc, et de notre côté, sur ces 7 milliards, la SNCF, ce que j'expliquais, participe au financement par son dividende. Et en 2023, par exemple, les bons résultats de la SNCF ont permis de donner 1,2 milliard d'euros qui s'est retrouvé dans les 7 milliards. Voilà, le groupe SNCF lui-même finance une partie des investissements qui vont dans le secteur, à travers le mécanisme du fonds de concours que j'évoquais. On peut rajouter, même si les sommes sont moindres, mais pour être précis, on a une part de subvention européenne, 98 millions d'euros en 2025, on se projette en 25, donc 85 qui seront fléchés par réseau, c'est à travers le mécanisme d'interconnexion européenne. Voilà, donc ça c'est un mécanisme qui génère un peu d'argent, notamment pour des projets qui ont une dimension européenne, bien évidemment. Voilà, on a pu avoir une partie comme ça d'aide sur le RTMS, donc un nouveau système de signalisation européen, le E il veut dire européen, entre Paris et Lyon, qui était en partie financé par ce mécanisme, puisqu'il a vocation à aller en Italie, aller en Espagne, donc assurer une forme aussi d'ouverture européenne avec nos pays voisins. On a aussi... Monsieur le Président directeur général, 98 millions mis en face d'un investissement pour l'interconnexion. Alors, sur le RTMS, c'est un investissement de 800 millions, par exemple, hein, donc c'est toute petite part. Merci. On a aussi une partie de subvention sur le fret, le tronçon Cercle-Million, par exemple, a été en partie, la toute petite partie financée par ces mécanismes qui visaient à améliorer l'infrastructure pour dégager le pont du Havre, pour sortir du Havre en ferroviaire pour venir contrôler la région parisienne et repartir sur le reste du pays. Alors, vous avez posé une question explicite sur le régime des retraites. Parlons-en, il faut en parler, puisque là aussi il y a amalgame. Alors, ce régime de retraite, effectivement, c'est une contribution spécifique. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas fait attention, je l'avais éteinte. C'est une contribution spécifique de 3,2 milliards en 2023. Alors ça vient d'où? Ça vient qu'il y a des équilibres démographiques très importants de l'origine spéciale des cheminots, puisque nous avons 229 000 cheminots au statut de retraités, au moment où on se parle, pour seulement 111 000 cheminots actifs. Donc on demandait aux seuls actifs, 111 000, de financer 229 000 cheminots retraités, on voit bien qu'on a un déséquilibre majeur. La loi française a prévu un mécanisme d'équilibrage démographique, de solidarité démographique. On n'est pas les seuls. La RATP, les mines en leur temps, il y a d'autres secteurs d'activité où ce déséquilibre interviennent. Et la loi prévoit que le budget de l'État assure une forme d'équilibre dans ce cas. Ce qui est important, il faut le préciser, c'est que le calcul de la compensation que l'État paye se fait au taux du régime général. Et pas au taux du régime spécial. C'est-à-dire que la bonification liée au régime spécial, c'est-à-dire qui est un régime amélioré, est bien supportée en totalité par la SNCF. Donc il y a compensation, mais c'est la base du régime général. Le delta est pris en compte par la SNCF. Voilà, ça c'est important de le préciser pour que les choses soient claires. Voilà, donc tout cela, nous considérons que ces sommes-là ne relèvent pas stricto sensu du vocable aide publique. Maintenant, on va arriver aux aides publiques, parce qu'il y en a. Alors c'est combien ? Philippe, tu peux faire l'addition? Bon, c'est 7. Sur les caisses de retraite, c'est 3,2 milliards en 2023. 3,2 milliards en 2000, voilà. Et 3,3 milliards en 2024. C'est assez stable dans le temps. Et puis, pendant qu'on y est, vous nous avez parlé de 8 000 alternants. Oui. Par contre, vous n'avez pas dit le montant. Alors, le montant du coût des alternances, on l'a dans le... Je vais vous le dire. Je ne sais pas si on l'a là. Non, on ne l'a pas là. On l'a là.
Le coût de l'alternance, il est là. Enfin, l'apprentissage, apprentissage alternance. Bien sûr, apprentissage. En coût net, en 23, on était à 96 000. Aides publiques, le montant des aides publiques. Alors, le montant des aides publiques, sur les apprentissages. Sur l'alternance, où est-ce qu'on l'a? L'effet bonus alternance est ici. 0,6 millions d'euros. Voilà, 600 000 euros. 600 000 euros. Voilà. Oui. C'est peu. C'est un dispositif qui coûte à l'entreprise 96 millions en 23 en coût net, et 146 en 24. Et vous voyez que l'effet bonus alternance, c'est 600 000 et 600 000. Donc les aides sont minces par rapport à ce que ça coûte à l'entreprise. Ça coûte par la taxe d'apprentissage. Comment vous expliquez ça? Et après, il y a les financements OPCO qui rentrent également dans le financement, qui, eux, représentent 75 millions en 2023 et 70,6 millions en 2024. D'accord. Si vous donne la répartition des coûts, vous avez les masses, par exemple, sur 24, il y a 48 millions d'euros de taxes d'apprentissage. Ça, on la verse, là. Il y a 169 millions d'euros de masse salariale, parce que nous rémunérons nos apprentis. C'est considérable, On en a beaucoup, il faut dire, on en a plus de 8000, donc voilà, il faut voir les volumes. Donc en positif, si j'ose dire, on a l'effet bonus alternant de 600 000, et on a un financement OPCO en positif 70. Voilà, quand vous faites le solde net, vous avez plus de 200 de coûts, vous avez 70 à peu près de gains, ça vous fait un solde net à 146. Voilà. Alors, on arrive maintenant aux aides. Je vous en prie. J'ai l'impression que vous êtes en train de m'expliquer que vous faites une bonne œuvre parce que ça vous coûte l'apprentissage. Enfin, c'est aussi l'avenir de... Oui, non, mais je le fais volontiers. Non, mais il n'y avait pas du... Non, mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, monsieur le président directeur général. Non, au contraire. C'est normal quelque part que l'apprentissage aujourd'hui coûte aussi un peu à la SNCF. Mais oui, on ne se plaint pas. On se plaint pas. Non, mais c'était un petit peu ce qui transpirait... Non, j'ai répondu à votre question, au contraire, qui illustre quand même un effort réel, quand même, c'est pas rien. Bien sûr, j'en conviens. 146 millions d'euros, c'est pas rien, mais est-ce qu'on regrette de le faire? Non, on ne regrette pas de le faire. D'accord. Et la SNCF a toujours eu historiquement une politique d'apprentis qui ont pris des formes différentes. Une grande part de vos apprentis restent dans l'entreprise Non. Alors, le cœur de métier, oui. Mais on forme aussi tout type d'apprentis dans des fonctions support. Là, on ne peut pas les conserver. Mais déjà, au moins, on leur permet d'avoir un diplôme. Voilà. Alors, les aides publiques. Alors, on revient un peu en arrière, mais mais c'est pas inintéressant de rappeler ce qui s'est passé pour le Covid, par exemple. Pour le Covid, c'est vrai qu'on a bénéficié d'aides publiques exceptionnelles, liées, voilà, exactement. Non, mais on le reconnaît. Alors, il y a eu deux natures d'aides publiques. D'abord, comme les finances de l'entreprise allaient très mal, puisque les TGV étaient à l'arrêt. Comme les TGV sont le poumon principal de l'entreprise, quand ils étaient garés, forcément, les recettes étaient très faibles. L'État, à nouveau, en tant qu'actionnaire de l'entreprise, fait son travail d'actionnaire en amenant 4 milliards sur 3 ans de recapitalisation des SNCF Réseau qui ont permis de continuer l'effort entreprise sur la régénération. Sinon, on aurait dû l'arrêter pendant 3 ans, ça aurait été quand même très préjudiciable. Il faut reconnaître que dans le cadre du grand plan de relance national de 100 milliards, je ne sais pas si vous en souvenez, l'État a décidé d'en allouer 4 à SNCF Réseau pour qu'il puisse poursuivre sur 3 ans sa mission de régénération du réseau. Donc ça, il faut le souligner. Et deuxièmement, pour la première fois, nous avons été éligibles au dispositif de chômage partiel parce qu'on avait beaucoup de cheminots qui ne pouvaient pas travailler. Et donc ça pesait assez lourdement sur nos comptes. Et on a pu en bénéficier. Ça nous a quand même apporté une aide non négligeable de 206 millions d'euros sur les années 2020 et 2021. Voilà, donc c'est aussi un soutien non négligeable dont nous avons profité comme d'autres. Mais c'était la première fois que l'entreprise publique avait le droit finalement de bénéficier de cette aide. Voilà, donc on le souligne. Sur l'énergie, autre grande crise que nous avons pu connaître, c'est l'énergie, liée à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Vous savez que le prix de l'énergie s'est emballé dans les années 22, 23. Maintenant, ça va un peu mieux, mais quand même, on est au-dessus de ce que ça coûtait avant. Le groupe SNCF a obtenu une aide ponctuelle de 50 millions d'euros sur les années 22 et 23, donc c'est pas négligeable, qui a bénéficié à SNCF Voyageurs. C'est autant d'argent qui permet de réduire l'augmentation des coûts et donc l'augmentation des prix. Voilà, les prix des TGV, quoi qu'on en pense, ils ont augmenté en gros de la moitié de l'augmentation des coûts. On n'a répercuté que la moitié. Bon, ce genre d'aide, évidemment, nous aide à ne pas répercuter tous les coûts, parce qu'il y a une partie, notamment sur l'énergie, qui est compensée par cette aide. On voit les effets modérateurs sur les prix que les aides publiques peuvent entraîner en réduisant les charges ou les coûts pour une entreprise publique comme la nôtre. Donc, on va les souligner, tout l'intérêt de cette aide que nous trouvons justifiée et utile au plan social.
Aide fiscale, sociale et sectorielle, donc comme toutes les autres entreprises, voilà, là c'est pas original. Nous bénéficions d'aide fiscale et sociale. Le montant n'est pas négligeable, hein, il y a 466 millions d'euros d'aide en 2023. Donc c'est un montant significatif. Bon, à mettre en contrepoint de 10 milliards d'euros de masse salariale, hein, quand même. Le chiffre est important, mais n'oublions pas qu'on parle de 150 000 emplois, 8 000 recrutements, 7 000 apprentis ou 8 000 apprentis et 10 milliards de masse salariale. Hein. C'est pour avoir les masses en tête. Donc, mais enfin, voilà. Allègement de charges sociales pour 411 millions. C'est pas du tout négligeable, hein, donc c'est vrai et c'est transparent. Et ensuite, des aides moindres mais importantes sur l'alternance, on en a parlé. La transition professionnelle, l'emploi des jeunes pour un montant de 35 millions d'euros. La SNCF est également bénéficiaire du crédit impôt famille pour 2 millions d'euros. Voilà. Ces aides participent à la création et au financement de crèches et haltes garderies, donc à orientation sociale. Et on sait que c'est essentiel pour permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie familiale. Dernier volet de ces aides fiscales, le crédit impôt recherche. Carole pourra répondre à des questions plus précises si vous le souhaitez, à hauteur de 16 millions d'euros en 2023. Voilà, donc 16 millions d'euros en 2023 pour le CIR. Pour quel genre de... Alors, on peut en parler. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, avec ça, on finance des programmes qui sont partagés en partenariat sur l'innovation, beaucoup sur l'innovation ferroviaire. On a par exemple des projets de matériel très innovants régionaux, des nouvelles séries de matériel. On en a 3 sur lesquels on travaille, qui sont des alternatives aux vieux autorails, hein, sur lesquels on les prépare. Il y en a 3. Téli, Drési, Flexi. Téli, en plus, c'est fait avec une grosse PME de Limoges. Drési, c'est fait avec l'Or en Lorraine. Et Flexi, c'est fait avec l'automobile. Flexi, c'est un engin mixte, c'est une espèce de monospace routier qui peut s'enrayer sur des roues ferroviaires quand il arrive au-dessus d'une voie ferroviaire. Voilà, donc on a, avec ce genre de programme, et Carole d'ailleurs est directrice du Corifère, hein, qui organise toute cette recherche, cette innovation, on finance donc ce genre de programme pour notamment, hein, en fait c'est tout ce qui est verdissement du ferroviaire, alterne, parce qu'aujourd'hui c'est les engins diesel qui roulent sur ces lignes. Comme on ne va pas mettre des caténaires sur ces lignes-là, ça serait déraisonnable, c'est les engins qui doivent devenir électriques. Donc il faut inventer des nouveaux engins qui permettent de répondre à ces besoins sur des territoires moins denses, hein, et aussi ont droit à avoir du train. On peut signaler le rôle de chef d'orchestre de la SNCF. D'ailleurs, là aussi, Carole pourra revenir parce que la chef d'orchestre, c'est elle. Donc, elle est bien passée pour en parler, que nous jouons. Et là, vous voyez comment les aides sont réutilisées par la SNCF pour s'agréger dans des consortiums, pour faire une recherche avec les industriels, avec les organismes de recherche, avec les universités. Voilà, on travaille avec tout ce monde-là. On a aussi, alors ça c'est important parce que là pour le coup c'est absolument nécessaire, dans le cadre du plan de relance que j'évoquais, pour la première fois, le gouvernement, je crois que c'était en 2021, a accepté de mettre en place, comme d'autres pays européens, des aides aux wagons isolés, des aides au fonctionnement, qui sont absolument nécessaires si on veut que ce secteur, pour le fret. Voilà, on est passé dans le fret, dont la SNCF bénéficie de subventions publiques d'exploitation qui sont de l'ordre de 72 millions d'euros en 2023. Ces aides recouvrent les aides aux wagons isolés pour le fret ferroviaire, 56 millions, et qui s'additionnent à des aides au transport combiné qui préexistaient, ce qu'on appelle les aides à la pince, de 16 millions d'euros par an, qui visent à encourager l'utilisation du transport par wagon dans notre pays. Il faut être très clair, hein, sans ces aides, Fret SNCF hier et Exafret aujourd'hui, puisque c'est le nouveau nom de la société qui a relayé Fret SNCF, ne pourraient pas assumer cette activité, pourtant essentielle à la décarbonation des mobilités dans notre pays. Voilà. Je me réjouis d'ailleurs que le législateur ait approuvé à travers la loi de finances pour 2025 une hausse de ces aides. Là, pour le coup, 30 millions de plus. Donc, on est pour tout le secteur à 200 millions d'euros, la SNCF en captant en gros la moitié, hein, puisqu'il y a d'autres acteurs qui sont dans ce secteur. Nous espérons bien sûr l'opérennisation, qui est une condition, selon nous, absolument nécessaire à la soutenabilité d'un transport ferroviaire par wagon dans notre pays. Je terminerai par quelques constats et recommandations. On voit bien qu'il y a un sujet de lisibilité. Je crois qu'on a recensé, ou pas que nous, enfin on a repris des chiffres qui existaient, 2200 dispositifs d'aide publique, peut-être beaucoup, une forme de complexité qui peut apparaître. Honnêtement, une entreprise comme la SNCF, vu sa taille et ses ressources, peut peut-être les gérer, mais nous avons une pensée pour les ETI, les PME, qui elles sont peut-être plus en difficulté pour s'y retrouver. Donc toute action de simplification et lisibilité sera certainement la bienvenue pour que les entreprises de taille plus modeste puissent s'y retrouver. Je crois que c'est un axe certainement que peut-être la Commission pourrait retenir. Nous encourageons aussi bien sûr une discussion à avoir entre le gouvernement, le législateur
et les entreprises à travers leurs organismes représentatifs pour mieux cibler, faire ce travail de ciblage et de simplicité. Nous, de notre côté, nous avons quelques organisations avec lesquelles nous travaillons plus particulièrement. Je pense à l'UTPF, bien sûr, à l'Union de transport public et ferroviaire, 4F dans le monde du fret, ou Fer de France, qui est un généraliste de la profession. Voilà des interlocuteurs avec qui ce dialogue pourrait se poursuivre entre l'administration, les fédérations professionnelles et les entreprises. L'évaluation des aides publiques, ça nous paraît effectivement absolument nécessaire. Nous y sommes favorables, bien évidemment. Je pense qu'il faut être très rigoureux dans l'utilisation de l'argent public. On est conscient du contexte budgétaire dans lequel nous évoluons. Et l'entreprise publique SNCF, qui appartient à l'État, est encore plus sensibilisée, bien sûr, à la bonne utilisation des données publiques et à l'évaluation qui doit être faite là-dessus. Voilà. Sur les critères de l'évaluation, bien sûr, les critères économiques sont importants. Il faut rendre compte des aides publiques qui sont allouées aux entreprises. Nous sommes tout à fait d'accord avec ce principe-là. Peut-être ajouter dans les critères ce qui est aussi relève de l'environnement. Je pense aussi qu'il faut s'habituer à rajouter peut-être des critères environnementaux dans l'évaluation des politiques publiques. Dans notre secteur d'activité, en tout cas, nous avons la prétention de penser que le mode ferroviaire, dès lors qu'il est électrique, est un mode vertueux pour l'environnement. Donc je pense que les euros dépensés dans le ferroviaire profitent à la transition écologique. C'est aussi un critère, je pense, qui pourrait être retenu par la Commission pour évaluer du bon usage de ces aides. Sur la transparence, elle doit être totale, bien évidemment. Donc nous sommes prêts à jouer le jeu de la transparence. Je pense que nous le faisons déjà beaucoup. Nous sommes une entreprise très transparente, mais nous n'aurions aucun souci à l'être encore plus s'il le fallait. Dès lors, peut-être que les commentaires soient... Alors, il faut faire attention aux commentaires qui vont avec la publication des chiffres. On voit bien, on a cité parfois certains organismes qui font des amalgames dont on peut questionner le caractère intellectuellement satisfaisant. Donc ça veut dire que la transparence, oui, mais avec les bons commentaires qui précisent bien la nature des sommes que l'on évoque. Je pense que c'est important que cette pédagogie et ces explications puissent accompagner la publication des chiffres. Voilà, peut-être pour terminer, je pense aussi qu'en termes de nature, les aides publiques, pour les entreprises en tout cas, doivent servir des politiques de long terme. Je pense que là, on n'est pas dans la logique de... Il faut parfois avoir, sauf pour les crises, où là, quand on est en crise, il faut que l'argent public aide à passer les crises. Mais quand on sort des crises, je pense que l'argent public pour les entreprises doit servir des politiques publiques de long terme qu'on a évoquées autour de l'emploi, de l'équipement du pays. C'est peut-être aussi un critère qui pourrait être retenu par la Commission pour évaluer de cette bonne utilisation, de ce bon usage de l'argent public à travers les aides publiques aux entreprises. Voilà, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président Directeur Général. J'avais 4 questions assez rapides sur votre intervention. Alors effectivement, alors là, ce n'est pas une question, c'est une confirmation. Vous nous dites que vous êtes totalement disposé à la transparence. Vous l'avez démontré au cours de votre exposé, puisque vous avez été le plus exhaustif possible sur les différentes aides dont peut, entre guillemets, bénéficier la SNCF de par l'État ou d'autres collectivités, même l'Europe. Je comprends parfaitement l'histoire des commentaires, parce qu'un chiffre tout seul ne veut pas dire grand-chose. Au contraire, il peut laisser liberté à nombre d'extrapolation derrière et ça peut être même contre-productif. Maintenant, j'avais 3 questions, notamment concernant, alors une que vous me confirmez bien, parce que vous n'avez pas été très clair sur le sujet, la subvention d'équilibre sur le régime des retraites, c'est bien une aide publique, Monsieur le Président Directeur Général. Parce que vous avez semblé dire, c'est pas forcément une aide publique, mais c'est de l'argent public versé pour équilibrer votre régime de retraite. Donc, c'est comme, même si c'est sur le régime général, je l'ai bien entendu, et non pas sur le régime entre guillemets spécial, mais donc c'est bien une aide publique de 3,2 milliards en moyenne qui est versée à la SNCF dans le but d'équilibrer le système de retraite. Oui, tout à fait. C'est bien de l'argent public qui vient compenser le déséquilibre structurel démographique du régime spécial. Tout à fait. Mais ce n'est pas une aide qui vient porter une politique publique. Je suis d'accord. C'est en ça qu'il fallait peut-être préciser la nature exacte de cette aide. Et c'est une aide qui est prévue par la loi. C'est une loi qui n'est pas spécifique à la SNCF non plus. C'est ça que je voulais aussi exprimer. Oui, vous l'avez dit, RATP, voilà, pardon. Les mines à l'époque, voilà. Donc, exactement. Alors, 2 autres questions. Vous avez parlé du CIR. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur une somme extraordinaire, 16 millions d'euros, mais quand même, c'est 16 millions d'euros d'argent public. Je n'ai pas trop compris le concept parce que la recherche, les laboratoires, ce n'est pas vous qui les avez, ce n'est pas vous qui faites la recherche, ce n'est pas vous qu'embauchez quelque part les ingénieurs.
Donc l'entreprise, les entreprises en face qui font la recherche et le développement sur les projets que vous avez, ce sont des entreprises qui, elles aussi, bénéficient du CIR sur notamment la main-d'œuvre qui est utilisée pour faire ces recherches et ces analyses et ce développement. Alors, à quel titre vous percevez le CIR? Ça, je voudrais un peu plus de précision, que vous m'expliciez un peu mieux le dispositif. Et vous avez dit, et à juste titre, que vous étiez totalement favorable à des dispositifs d'évaluation des aides publiques. Est-ce que vous, SNCF, vous avez été sollicité par l'administration, par d'autres organismes, de manière à évaluer et à être contributaire dans l'évaluation de dispositifs d'aide publique pour permettre... parce qu'on parle beaucoup d'évaluation. Alors autant nous, on a la certitude aujourd'hui que le contrôle dans le montage des dossiers, l'attribution des aides, même après versement des aides, le contrôle comme quoi les aides ont bien été utilisées pour l'objectif pour lequel elles étaient versées, etc., il n'y a pas de souci. Mais sur l'évaluation du dispositif, c'est-à-dire est-ce que le dispositif est efficient ou ne l'est pas? Est-ce que vous, SNCF, vous avez déjà été sollicité par quelque administration que ce soit ou par quelque entité que ce soit dans un dispositif d'évaluation de manière à voir si le dispositif mis en place fonctionne ou fonctionne pas, s'il est nécessaire d'aller plus loin dans l'aide ou au contraire de considérer que l'aide n'est pas vraiment efficiente et que finalement ça vaut pas le coup d'aller plus loin. Et aussi, si on veut être jusqu'au boutiste, de dire mais on a quand même des parlementaires qui votent la loi, qui votent le projet de loi de finances, on doit être à même de leur fournir des éléments pour leur dire si tel ou tel dispositif, on sait qu'on est dans une situation budgétaire très difficile, qu'on doit prendre des décisions par rapport au projet de loi de finances, notamment 2026. Et si on ne veut pas appliquer bêtement et simplement coup de rabot, en disant on enlève un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, c'est vrai que nous, il est nécessaire qu'on ait des vraies remontées, des vraies évaluations des dispositifs pour savoir sur quoi aller diminuer les aides publiques et sur quoi peut-être faut-il les augmenter ou les maintenir. Est-ce que vous, SNCF, vous avez été sollicité pour des évaluations de certains dispositifs? Merci. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs. Donc, effectivement, en 2023, on a perçu 16 millions de crédits impôt recherche sur une activité éligible de 52 millions d'euros. On a un rôle, nous, je dirais, comme l'a dit le président Farandou, de chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on a la connaissance des demandes des clients, on a la vision sur les besoins d'évolution de l'infrastructure et aussi comment faire évoluer le matériel roulant. Alors, dans mes équipes, j'ai une partie de cette activité qui est faite avec une équipe de chercheurs sur des technologies nouvelles. Alors, ça peut être de l'IA, ça peut être de la robotique, ça peut être de la recherche sur les matériaux. Ce sont des toutes petites équipes qui ont à la fois une connaissance scientifique et à la fois la connaissance du ferroviaire. Et ça leur donne la possibilité de discuter avec des laboratoires ou avec des industriels qui vont mener les programmes de recherche. Alors, évidemment, nous, on ne travaille jamais seul, hein, c'est-à-dire qu'on travaille toujours dans des consortiums, dans des montages de projets où chaque industriel récupère la partie qui le concerne. Mais on est animateur, c'est peut-être moins joli que chef d'orchestre, mais on est animateur pour arriver à qualifier l'ambition, la cible. Et heureusement qu'on a ça parce que moi, je dirais que le ferroviaire, c'est compliqué et on a besoin d'accélérer notre transformation et de changer vite. Quand on parle d'algorithmes, de traffic management system, de nouveaux systèmes de réservation de place, ou quand on parle de robotique, on a des cycles longs. Donc ça n'intéresse pas forcément les industriels dans un premier temps. Et puis, on n'est pas un secteur très, très riche par rapport à d'autres, comme l'aéronautique ou l'automobile. Et donc, le fait que ce soit compliqué avec des cycles longs et parfois des productions qui seront en nombre réduit, hein, une gamme de trains qui fonctionne bien, ça sera quelques centaines d'exemplaires, ça veut dire qu'il faut qu'on accélère, nous aussi, notre connaissance pour pouvoir animer tout cet écosystème. Et il nous faut vraiment une énergie pour arriver à développer ces projets et à intéresser les industriels qui récupéreront après le business qui leur revient. On a le même travail au niveau européen,
puisqu'on sollicite aussi des aides au niveau européen. Avant 2020, il n'y avait pas de programme de recherche européen sur le ferroviaire. Ça a été initié avec un premier grand projet qui s'appelait Shift to Rail, et on a initié un deuxième grand projet. En 2023, on a reçu 5,7 millions de l'Europe. Les financements au niveau de l'Europe sont plus importants. En France, on est financé autour de 30% du montant dépensé. À l'Europe, c'est plus que 60%. Mais c'est plus compliqué au niveau européen parce qu'il faut s'accorder avec beaucoup de partenaires. Donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer la transformation du ferroviaire, d'être capable de discuter avec des laboratoires de recherche sur des nouvelles technologies et puis de pouvoir développer des programmes qui permettent de réduire les coûts du ferroviaire et de transformer le ferroviaire. Question sur l'évaluation de la Je voulais juste terminer, si vous le permettez, Monsieur le Président, Directeur Général. Est-ce qu'on n'a pas là, alors il n'y a pas du tout de malice dans ma question, c'est juste l'optimisation de deniers publics. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même quelque part un peu de gâchis de l'argent public? Parce que vous êtes quand même une entreprise qui avait l'objectif à un moment d'avoir un train sur roue qui peut être à la fois électrique sur la route et en même temps pouvoir embrayer sur des rails, etc. Mais là, vous passez une commande. Et quelque part, le fait que vous fassiez de cette manière-là, ça veut dire que finalement, vous êtes subventionné au titre du CIR sur une commande que vous passez. Alors que le travail de recherche, de développement, etc., c'est l'entreprise en face qui va le faire et qui peut répondre à votre commande que vous allez payer, mais sur lequel il n'est pas forcément nécessaire que vous ayez du CIR. C'est l'entreprise, elle, qui va faire la recherche. C'est l'entreprise qui va faire le développement pour répondre à une commande de la SNCF. Alors j'aimerais que ça se passe comme ça, ce serait le monde idéal. Je vais prendre un exemple. On est en train de développer C'est comme ça que font bon nombre d'entreprises, Madame la Directrice. Oui, alors on est en train de développer, on est dans un programme de recherche sur un petit train ferroviaire qui pourra circuler sur les lignes qui sont plus fréquentées ou avec peu de fréquence aujourd'hui. Je donne un exemple concret. Tout l'intérieur du train, aujourd'hui, il a été designé par les ingénieurs du matériel en fonction de l'expérience qu'on a, de la solidité des sièges, de la nécessité d'avoir un vélo, la demande de toilettes, etc. Et en fait, la commande, même si on prend l'exemple de TGVM, ça a donné lieu à un partenariat d'innovation avec Alstom pendant 5 ans. Et ça a vraiment été le travail en coopération des équipes de SNCF, principalement voyageurs et matériel, marketing et puis technique, via Alstom pour arriver à faire un train qui arrive dans les délais, qui arrive au prix souhaité et qui arrive avec une adéquation plus forte par rapport à ce que le client a besoin. Merci. Je crois on va passer à l'évaluation, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose à creuser parce qu'on en arrive à un système qui finance à la fois celui qui fait la recherche et qui développe et qui investit, et à la fois celui qui fait la commande. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à regarder. Mais c'est un partage du travail, c'est pas fait 2 fois. C'est pas fait 2 fois. C'est-à-dire que chacun a ses lots dans une description de programme de recherche. Chacun a ses lots, mais je vois par exemple si on est en train de travailler avec une entreprise de Limoges qui est spécialisée aussi dans le militaire et qui travaille sur des chars par exemple. Nous, l'idée qu'on a, c'est de dire si on peut mettre les suspensions qu'il y a sur les chars sur du train, ça permet d'avoir un train qui sera plus ajusté au quai, on va gagner de l'argent, on va gagner du temps. L'entreprise, elle va développer sa roue indépendante, mais elle est incapable. Et elle va demander du CIR là-dessus. Oui, mais l'intégration ne se fait qu'avec nous, parce que c'est nous qui avons la connaissance des gares, c'est nous qui avons la connaissance de l'utilisation finale. Mais ce n'est pas 2 fois du CIR pour la même chose. Non, ce n'est pas une question de 2 fois, c'est une question que je ne sais pas en quoi la commande derrière fait partie de ce qui bénéficie du CIR. Mais voilà, on ne va pas passer la soirée là-dessus. Mais voilà. Sur l'évaluation, Monsieur le Président. Sous couvert de Carole, je pense que la question est bonne que vous posez. Mais moi, à ma connaissance, je ne sais pas qu'il y ait une évaluation du dispositif lui-même. Je ne sais pas si Carole, ça dit quelque chose. Moi, ça ne me dit rien. On n'avait jamais été sollicité sur une évaluation pour quelque évaluation que ce soit d'un dispositif d'aide publique.
moi, ça ne me dit rien. Mais non. Par contre, il n'y a pas de piège, hein, madame. Non, c'est juste non, factuel, par contre, quoi, le crédit impôt recherche est audité. Oui, c'est ça, sur l'utilisation, mais pas le dispositif. Non, mais là, c'est sur le contrôle de l'utilisation oui, et comme quoi l'argent va bien non. à la recherche. Non. Mais sur l'évaluation, quel que soit le dispositif, hein, apprentissage, il y a une multitude de dispositifs, mais la taille de l'entreprise fait qu'aussi, vous pouvez aller chercher une multitude de dispositifs et le nombre de domaines sur lesquels vous intervenez permet aussi, mais sur aucun des dispositifs, vous n'avez été sollicité pour répondre à quelque chose, une évaluation du dispositif. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup d'évaluation, finalement on se rend compte qu'il s'en fait très très peu. Merci beaucoup. Je donne la parole à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président directeur général, Mesdames, Messieurs. Bon, merci pour votre présentation. Bon, le Président a déjà posé un certain nombre de questions, mais bon, vous êtes plutôt d'accord, comme l'ensemble des PDG que nous auditionnons sur les questions de transparence, puisque vous avez fait un exercice, là encore, une fois assez transparent, détaillant, y compris au départ, ce que vous ne considérez pas comme des aides publiques. Ce que moi, je partage. On aura un débat, et on l'a déjà eu, sur le système de retraite. Moi, je pense qu'on ne peut pas le mettre à mal comme on l'a mis, et puis après reprocher. C'est la question du statut des cheminots. Moi, je me suis opposé à ce qu'on le casse. D'ailleurs, c'est une des difficultés, c'est que maintenant, vous n'embauchez plus sous statut, donc il y a des différences. Et d'ailleurs, à faire vivre dans la même entreprise, c'est complexe. France Télécom est passé par là, et tant d'autres. Et d'ailleurs, je rappelle que le statut, effectivement, il est protecteur pour les cheminots, mais il est aussi protecteur pour les usagers du rail. Et aussi, c'était la question notamment du salaire, parce que personne ne raconte ça, on dit beaucoup ça sur les plateaux de télévision, comme quoi les cheminots seraient des privilégiés. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas du tout ce que tu as dit. Non, je dis sur les plateaux de télévision. Si je t'avais dit que c'était ce que tu avais dit, je te dirais que c'est ce que tu as dit. Mais c'est loin d'être le cas, parce qu'on ne rappelle pas que soit à la SNCF, on embauche en dessous du SMIC, comme dans beaucoup d'entreprises, et que c'est les primes qui font passer le salaire au-dessus. Et donc, c'est une des questions, c'est que si on veut privatiser, au final, la SNCF, ça coûtera beaucoup plus cher, parce qu'il faudra rémunérer les cheminots sans statut et qui n'auront plus de mission de service public à la hauteur du travail qu'ils feront dans une entreprise privée. Et donc, ça coûtera bien plus cher, au final, à la collectivité. Mais on en verra le bout, parce que l'ouverture à la concurrence, on en verra. On y reviendra sur cette question, et beaucoup, d'ailleurs, qui l'ont fait avant nous, en sont revenus. Enfin bref, c'est un débat qui nous anime et qui continuera évidemment à nous animer ici. Non, bon, vous avez parlé du CIR. Est-ce que peut-être on peut revenir, Monsieur le Président directeur général, sur la question du CICE, parce que c'est une question qui a animé là aussi le débat public. C'est peut-être la dernière que vous n'avez pas donnée en remontant. Est-ce que vous avez le montant? Alors peut-être une estimation sur les 5 années ou un montant, voilà. Et à quoi a-t-il servi dans une entreprise publique? Ça m'intéresse. Est-ce qu'il a permis d'embaucher? La compétitivité, là, c'est un peu complexe peut-être à évaluer, à faire des modifications. Enfin bref, quel montant et à quoi a-t-il servi dans une entreprise publique? De montant, enfin, oui, j'ai un montant, c'est le montant de 2018. Le dernier, c'est ça, 260 millions d'euros. Donc voilà, donc c'est un montant. Alors à quoi est-ce qu'il a servi? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai peut-être pas la réponse. Je ne sais pas si Philippe, tu peux élaborer un peu sur la question posée. Oui, c'est rentré dans l'économie générale de l'entreprise et en particulier les augmentations de salaire. Hein, la politique publique, la politique salariale du groupe est connue, débattue, et les 260 millions sont rentrés dans l'évolution salariale et de la politique de rémunération générale de l'entreprise. Ça fait partie aussi à la fin de ce qui contribue à financer des investissements. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des subventions d'investissement, mais il y a aussi ce que le groupe met en investissement, plus de 3,5 milliards d'euros par an. Voilà, c'est aussi une autre destination de ce type d'aide qui s'est terminée maintenant. Et maintenant a été transformé, comme pour l'ensemble des entreprises, en exonération de cotisations sociales, patronales, pérennes. Bon.
Donc moitié-moitié, c'est-à-dire augmentation de salaire et investissement. C'est ça, enfin moitié-moitié, dans les grandes masses. Ma deuxième question revient sur une des choses que vous avez dites tout à l'heure. Nous avons auditionné, moi je vais être plus précis, si vous me le permettez, Monsieur le Président Directeur Général, et citer la personne, puisque c'est public, puisqu'elle est venue ici et que les vidéos sont publiques, les comptes rendus sont aussi publics. Nous avons auditionné des économistes de droite et de gauche. Je vais plutôt dire que c'était une économiste libérale, elle me le pardonnera, Madame Verdier-Molinier, qui a affirmé ici, et qui d'ailleurs dans son institut, si on peut appeler ça comme ça, l'IFRAP, il y a encore l'article qui est dessus, que 85% des aides publiques étaient destinées aux entreprises publiques, dont la SNCF et EDF. J'imagine que c'était les deux qui étaient plutôt ciblés, et qui se fondaient sur un rapport de l'IGF qui, lui, encadrait qui ne concernait que 23 milliards, le périmètre d'aide publique, sachant qu'on est plutôt dans une estimation de 170 milliards si on fait dépenses fiscales et exonération de cotisations, et qu'après, si on prend tous les dispositifs, y compris, je le précise, les dispositifs d'aide aux ménages, mais qui bénéficient aux entreprises, par exemple la rénovation, voilà. Et à toutes les entreprises, pas que les grandes entreprises. Non, les 4 millions d'entreprises. 5 millions d'entreprises. Voilà, 5 millions. Bon, donc là, on est entre 200 et 250 milliards. Voilà, c'est ça, chiffre de l'IGF. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes souvent cité sur ces questions et vous avez commencé à y répondre? J'imagine que c'était ça aussi que vous aviez en tête. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à cette question, enfin, à cette interrogation et à cette affirmation qui est posée par cet économiste et d'autres qui affirment régulièrement cela? Non, mais je pense qu'effectivement, Monsieur le sénateur, merci de Monsieur le rapporteur, merci de me poser la question parce qu'elle est essentielle. Et je veux dire, vous savez que moi, depuis que je suis président de la SNCF, je m'attache à dénoncer les idées reçues. Je trouve que notamment la SNCF est victime de beaucoup d'idées reçues fausses. Parmi les idées reçues fausses, il y en a une qui me chagrine particulièrement parce qu'elle sort quasiment tous les ans, cette espèce de marronnier. Et la personne que vous avez citée fait partie de ceux qui véhiculent ce marronnier, c'est que la SNCF coûterait 20 milliards d'euros. La SNCF, je dis bien l'entreprise SNCF, coûterait 20 milliards d'euros aux Français. Donc en divisant par le nombre de Français, on arrive à une somme considérable. Et je dois dire que cette expression-là me contrarie beaucoup. Je n'y prêterai pas d'intention idéologique, mais on va essayer de rapporter les faits. Je pense que la confusion principale, c'est celle que j'évoquais dans mon introduction, c'est qu'on confond les chiffres de l'entreprise SNCF des chiffres de la politique publique ferroviaire. Ce n'est pas la même chose. Je le redis, l'entreprise publique SNCF, c'est vérifiable dans ses comptes qui sont publics, elle gagne de l'argent, donc elle ne coûte pas aux Français. Elle rapporte son dividende, entre l'année dernière, 1,6 milliard. Il y a 1,6 milliard d'euros qui sont remontés aux Français, qui se rajoutent aux impôts, etc. Donc l'entreprise SNCF ne coûte pas d'argent aux Français. Voilà, en tant que telle, en tant qu'entreprise, ses comptes le disent. Donc voilà, donc c'est prouvé par nos comptes. Alors après, la politique publique, c'est là, c'est l'amalgame, c'est les fameux choux, carottes et navets. Ces 20 milliards, comment ils se décomposent? Vous avez les fameux 3 milliards de retraite. Bon, nous on considère que c'est une solidarité nationale qui s'applique à tout le monde. Donc voilà. Donc et je rappelle qu'en plus, c'est une ça a été voté. Et donc cette subvention, elle va à la caisse de retraite, qui est indépendante de la SNCF. Donc en plus, c'est doublement faux. Ce flux financier, il existe, mais il ne va pas du tout dans les comptes de la SNCF. Il va à la caisse de retraite, qui est indépendante. Donc, bon, premièrement. Deuxièmement, il y a les fameuses subventions d'investissement dans 7 milliards d'euros, ça c'est vrai. Alors c'est une subvention, mais c'est le bien commun. Hein, c'est pour que le rail français tienne bien, et Dieu sait qu'il en a besoin. Et puis, il y a une bonne dizaine de milliards, donc ça fait 10 plus 7, 17 plus 3, 20. Voilà. C'est le fameux achat de prestations. Les régions achètent des circulations de TER. Les régions achètent Île-de-France Mobilité achète des trains de banlieue, etc. Et je le redis, avec la concurrence, cet argent sera le même. Ce n'est qu'une partie qui sera captée par les entreprises privées. Voilà, donc là, pour nous, ce n'est pas des subventions, c'est de l'achat de prestations. Donc cet amalgame-là, alors pour le coup, oui, ça rentre bien dans les comptes de la SNCF, mais ce n'est pas de la subvention au sens classique du terme. C'est de l'achat de prestations. Voilà, donc je dois dire que ce calcul-là me paraît erroné quand on regarde la nature des flux financiers correspondants. Non, mais ça, bon, on peut avoir le débat sur la caisse de retraite. Vous avez mon opinion, vous avez celle du président, et on peut en débattre. Mais la question de la commande publique, soit on la compte pour tout le monde, donc on va la compter pour Dassault quand on achète des Rafales, on va compter pour Atos lorsqu'ils sont aux Jeux Olympiques,
on va la compter à un certain nombre d'administrations françaises lorsqu'elles font appel à Honnête sur la question du... Bon, donc là, si vous voulez, si on élargit la question de l'aide publique à la commande publique, et ça peut être un débat, mais alors là, je veux dire, ça ne va pas concerner que la SNCF, ça va concerner beaucoup d'entreprises publiques, parapubliques, voire privées. Donc ça, bon. Moi, j'ai une troisième question. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez esquissé, mais c'est peut-être un débat. Oui, vas-y. Juste un point sur la commande publique, d'autant plus qu'elle est faite sur des procédés qui sont très bien définis, très encadrés, etc., et qu'il n'y a pas le choix d'une entreprise par rapport à l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle le monde des affaires, quelque part. Sauf que le souscripteur est une collectivité ou l'État. Donc, là-dessus, enfin, je veux dire, il n'y a même pas débat. Voilà, là-dessus, on est complètement raccord. Et il y a maintenant la mise en concurrence. En plus. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Bon, mais ça, c'est notre débat. C'est européen. On aurait pu s'y opposer. Non, ma troisième question, elle est... bon, vous le savez, je défends la SNCF et le rail. Je pense que c'est le mode de transport le plus sûr, le plus sécurisé, le plus décarboné, le plus efficace, bref. Le problème pour un certain nombre de millions de voyageurs, parce que c'est chaque année des millions de voyageurs, c'est son coût et son prix. Et notamment le TGV, qui coûte extrêmement cher. Lorsque je fais des déplacements familiaux, à 4, c'est plusieurs centaines d'euros, soit pour entrer dans ma région natale à Bordeaux, très belle région, que connaît aussi Monsieur le Président, directeur général, ou ailleurs. Et en vérité, quand on fait la comparaison avec la route, franchement, c'est x4. Globalement, je prends l'axe Paris-Bordeaux, parce qu'il est le mien, et d'autres pourraient dire Paris-Bretagne ou autre. Bon, c'est x4. Donc là, il y a une question, si on veut continuer à être... Et vous êtes compétitif, bon, il faut expliquer, je pense, la question du péage, parce que là, elle pèse sur la société, mais elle pèse d'abord pour les usagers du rail, extrêmement fortement, et qui fait qu'à un moment donné, si on veut réduire significativement le voyage un peu long, en moyenne terme, enfin un Paris-Bordeaux par exemple, un Paris-Nantes, peu importe, un Paris-Marseille, et si on veut que le rail gagne du terrain, il faut que son prix soit diminué, parce que pour un certain nombre de familles en France, je vous passe le topo sur la politique sociale en France et les petits salaires. Bon, de fait, j'ai un exemple très concret, mon collaborateur s'est retrouvé en difficulté. Il avait pris le train dimanche de Nantes à Paris, il y a eu un problème de caténaire, il a dû donc prendre une voiture. À 3, c'est 400 €. Il a loué la voiture, mais s'il l'avait fait, s'il était parti en voiture, c'était 4 fois moins cher. C'est ça le réel. Il y a plusieurs facteurs dans la réponse. Et si, pardon, Monsieur le Président, directeur général, et si vous pouvez en plus donner votre avis, alors vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'on est un petit peu en dehors de la commission d'enquête, mais quand même, sur l'idée qui est, je l'ai encore entendu aujourd'hui, de dire qu'on pourrait se servir notamment de péage autoroutier, du fruit du péage autoroutier pour alimenter notamment l'équipement ferré. Votre avis sur la question, merci. Alors, le prix du TGV, d'abord, il faut rappeler que le TGV, il n'est pas subventionné. Hein, donc, le TGV, il est produit largement par une entreprise publique, mais elle ne perçoit pas de subvention. Donc, elle doit couvrir les coûts de production. Donc, il faut regarder les coûts de production. Les coûts de production, le coût principal, c'est quelque chose qui n'est pas connu, c'est le péage. C'est-à-dire, sur un billet qui vaut 100 €, il y a 40 € de péage. Donc, c'est considérable. C'est le coût principal. Pourquoi ? C'est un arbitrage qui a été fait dans les années fin des années 90. Contrairement à d'autres pays, en fait, il y a un coût total de la maintenance du réseau. C'est en France que l'utilisateur, le usager, paie le plus par rapport au contribuable. Il y a ce coût total, il y a deux manières de le couvrir. Ou c'est le budget de l'État qui en prend une grosse part, c'est qu'à l'Italie ou l'Espagne, par exemple. Donc là, le niveau de péage est plus bas, puisque l'effort est fait par le budget de l'État. Nous, en France, le choix a été fait du contraire. Le budget de l'État paie rien, d'ailleurs, dans la maintenance du réseau proprement dit, en coût de fonctionnement. Tout est pris par l'utilisateur. Voilà. Alors, pour le voyageur, il y a pour grande ligne, pour le TGV, on parle bien du TGV, il y a des subventions pour le fret, il y a des subventions pour les trains régionaux, payés par l'État, mais sur le TGV, il n'y a rien. Voilà.
Donc forcément... D'ailleurs, le prix élevé dont parle le rapporteur, c'est bien sûr les billets de TGV. TGV. Voilà, TGV. Exactement. Voilà. Disons-le, le TGV coûte très cher. Le TGV, dans sa structure de coût, vous avez le coût principal, c'est le péage. Donc si on veut réduire le coût du billet, il faudra réduire les coûts du péage, sinon on n'y arrivera pas. Après, vous avez le coût du matériel, parce que les autres coûts, c'est compliqué de les réduire. Le matériel coûte cher, 35 millions d'euros la rame, ça sera compliqué de les baisser. Les coûts salariaux, je pense que la proposition du rapporteur n'est pas de les réduire, etc. Donc s'il y a un coût, et il y a l'électricité qui a plutôt augmenté, voilà, s'il y a un coût, j'allais dire, qui pourrait bénéficier d'une réduction, surtout si on se compare à d'autres pays, donc on voit bien que d'autres pays ont fait d'autres choix, c'est autour du péage que ça se passe, mais il faut être conscient que si on réduit ce que paye l'usager, il faudra se tourner vers le contribuable. Voilà, donc ça, il y aura une balance, puisque le coût total, c'est la masse nécessaire pour maintenir en bon état le réseau. Donc ça, c'est la réponse à la question. C'est un débat important qui est posé dans ce pays, mais il faut être bien conscient que ce qu'on baissera d'un côté, il faudra bien le compenser de l'autre. Voilà. C'est ma réponse à la question. Moi, ce qui sera important pour moi, c'est qu'au grand total, on ait la même chose. Alors, sur la question posée par le président, qui est un peu de même... C'est pour ça Surtout que moi, j'ai entendu aujourd'hui qu'il manque 1 milliard par an pour avoir un système réseau ferré. Voilà. Et donc, on irait chercher un peu sur le péage autoroutier pour alimenter... Exactement. Alors, si on rappelle le raisonnement... Vous pouvez rappeler aussi l'investissement qui est fait tous les ans pour voir ce que représente ce milliard. Exactement. Alors, les péages, ils couvrent les postes d'aiguillage et la maintenance, on va dire, courante. Mais ils ne couvrent pas le remplacement profond. Remplacer le vieux par du neuf. Ça, c'est ce qu'on appelle la régénération. La régénération et la modernisation, parce qu'il y a des sauts technologiques, en ce moment, on investit 3 milliards d'euros par an. Quand je dis on, c'est la SNCF. C'est très clair. SNCF. Bon, pour le réseau structurant, le réseau des territoires, quand les TGV sortent à Bordeaux pour aller jusqu'à Hendaye, ou à Rennes pour aller jusqu'à Brest, ou la transversale sud, Bordeaux, etc., le réseau ferroviaire que vous connaissez. 80% des TER, ils circulent. 100% des intercités, 100% des trains de fret. Enfin, c'est ce réseau-là dont on parle, le réseau classique. Il y a 3 milliards. Tous les experts disent qu'il faut 4,5 par an. Donc il manque 1,5. À partir de 2028. C'est pas pour tout de suite, mais il faut le voir arriver, il faut décider maintenant, parce que les travaux s'organisent 3 ans à l'avance. Passer les commandes, voilà. 1,5 milliard. Sur le 1,5 milliard, la SNCF a dit, je peux faire un effort supplémentaire de 500 millions. Et j'en fais déjà des efforts, puisqu'on verse déjà 3 milliards. On peut monter à 3,5. Mais après, on ne peut plus. Si on allait au-delà, on repartirait dans la spirale du déficit et de la dette. Je pense que personne ne le souhaite. Donc on s'arrête. Il reste 1 milliard. C'est ce milliard que vous avez en tête, c'est ce milliard qui reste à financer. Dans les pistes de financement, il y en a plusieurs. Là aussi, moi, je regarde ce qui se fait ailleurs, parce qu'après tout, en Europe, ils ont des idées. La première idée, avant d'arriver aux autoroutes, c'est l'écotaxe poids lourds. Les Allemands le font. Alors en France, on a une expérience douloureuse. Enfin, elle a 12 ans. On n'est pas obligé de recommencer les mêmes erreurs, peut-être. Au fond, ce n'étaient pas les Bretons qui étaient les plus concernés. Ceux qui sont concernés, c'est ces grands courants de transit qui nous traversent, du nord de l'Europe au sud de l'Europe, qui polluent dans notre pays, qui défoncent les routes, qui ne font même pas le plein dans notre pays. D'ailleurs, il n'y a même pas de TIPP, qui font que traverser. On a toutes les pollutions, on a toutes les nuisances, on a 0 recette. Bon. Nos voisins allemands qui ont à faire face à un énorme besoin d'investissement, entre parenthèses, le réseau allemand est en train de collapser. Donc on a ce qu'il ne faudrait pas qui arrive en France, à nos yeux, de l'autre côté du Rhin. Pour lever énormément d'argent, ils ont mis un écotaxe poids lourd qui leur apporte 8 milliards d'euros par an. Donc l'écotaxe poids lourd, ça peut rapporter de l'argent. Bon, premièrement. Deuxièmement, vous avez des taxes aussi européennes, une fiscalité européenne qu'on appelle les ETS dans notre jargon, qui vont rapporter à la France 5 milliards à partir de 2027. Deuxième source possible. Et enfin, il y a tout le débat autour des autoroutes que vous avez mentionné. Bon, là, je sais que le ministre des Transports est assez favorable à cette piste. C'est-à-dire, est-ce que dans la renégociation des autoroutes, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir une partie des gains obtenus qui pourraient être orientés vers le financement du réseau ferroviaire français? Voilà, donc il y a plusieurs pistes. Voilà, moi, ça m'est un peu égal du moment qu'on trouve le milliard. Par contre, c'est très important qu'on trouve le milliard. Peut-être vous donner quelques enjeux, Monsieur le Président, et je crois que tous les sénateurs pourront, c'est une information publique. Si on ne les trouve pas en 2028, sur les 26 000 km de ligne classique, il y a 4 000 qui seront abîmés en 28. Si on ne les trouve toujours pas en 2032, c'est 10 000 km qui seront abîmés. Donc on rigole plus, quoi. On commence à arriver à un point de rendez-vous où c'est l'essence même du réseau qui commence à être menacée. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est urgent, et je remercie d'ailleurs le gouvernement d'avoir une forme de courage, d'avoir organisé cette conférence de financement. J'espère qu'on trouvera les solutions pour trouver ce fameux milliard de plus par an à horizon 2028. L'État pense mettre un petit peu plus d'aide publique dans le domaine ou pas du tout? Discussions sont en cours, peut-être. Mais c'est pas complètement. L'idée n'est pas complètement éludée. L'idée n'est pas éludée. Non, elle est ouverte. Merci.
Je vais donner la parole à nos collègues qui auraient chacun une petite question à vous poser. Ils vont la poser tous les trois, enfin l'un après l'autre, bien sûr, et vous répondrez. Et enfin, on aura une dernière question de notre rapporteur. Je sais qu'on a commencé en retard, mais on a encore une audition derrière. Je ne voudrais pas trop déborder quand même. Je laisse la parole à Michel Masset, Marc Laménie et Gilbert Favreau. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci pour vos propos introductifs. Alors, je vais essayer d'être assez rapide. À mon tour aussi, on aurait aimé poser plusieurs questions, mais on y reviendra. J'irai dans le sens du rapporteur tout à l'heure qui a évoqué le tarif pour l'usager. Au niveau du contrat plan État-région, je pense notamment aux interconnexions avec les gares LGV, et je vais faire le lien avec le fret derrière. Vous avez parlé d'une enveloppe de 72 millions, je crois, sur le fret, qui vient compenser le coût, c'est ça? Je me trompe, peut-être d'État? Je ne me trompe pas. Alors, est-ce que cette aide, c'est un minimum pour maintenir le fret? Il faudra l'augmenter l'an prochain ou pas? Quelle évaluation? Qu'est-ce qu'on a comme retour là-dessus? Ou est-ce qu'il faut dire demain que le fret ne sera pas rentable du tout? Parce qu'on a travaillé dernièrement sur une proposition de loi autour du fret, d'ailleurs, pour essayer d'augmenter. Donc, quelle est votre position là-dessus? Et puis, alors, une question de stratégie peut-être. Prenant régulièrement le train aussi avec une partie TER et une partie LGV, c'est une impression sûrement ou un ressenti, on va dire. Mais il me semble que s'il y a plusieurs trajets dans la journée, ça tient à peu près, en tout cas, ces connexions entre les deux trains sont assez courtes. Et puis finalement, si j'en manque un, eh bien, je prendrai le suivant. Mais quelque part, est-ce que vous n'avez pas volontairement intensifié le trafic sur les voies pour avoir une meilleure couverture, au risque peut-être d'amenuire le service public? C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a quelques personnes qui sont mécontentes parce qu'il y a eu un retard sur un train, eh bien, finalement, il prendra le prochain. Et comme elles sont peu nombreuses par rapport à la demande, est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que finalement, on n'a pas surestimé le trafic régulier sur les lignes? Voilà. Marc Laménie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, directeur général, Madame la directrice, Monsieur le directeur, Madame, Monsieur. Alors là, une petite question. Là, je vais être un peu frustré parce que j'en aurais plein, mais je vais rester dans le sujet. Je vais essayer de faire une synthèse, mais pour moi, c'est particulièrement difficile. Si je faisais partie de la commission aménagement du territoire, développement durable, je pourrais peut-être en parler un peu plus. Mais là, alors donc, moi, j'aurais sur les aides publiques, là, vous avez parfaitement résumé, je crois, le côté pédagogique qui est important. Alors, le régime des retraites, bon, dans le fond, il faut toujours distinguer ce qu'est loi de financement de la sécurité sociale d'un côté et sur le budget de l'État. Et le régime des retraites, ça apparaît dans le budget de l'État par mission, hein, c'est ce que par ministère. Donc là, vous avez donné le chiffre. Alors, 16 millions pour le CIR, à la limite, c'est très peu par rapport, on peut comparer une rame TGV 35 millions. Donc, à la limite, je crois qu'il faut faire la part des chiffres et de la vérité. Alors, les guichets de gare, je vais en dire 2 secondes. Je ne vais pas parler... Et on y viendra assez vite à la question, Marc. Oui, c'est une question. Bon, après, l'argent... Pas de souci. Sur l'argent public, je vais faire vite, mais on est un peu frustré, c'est le mot. Allez, j'aime pas de le dire, mais... oui, je sais bien. Et je m'en excuse aussi si je vais faire que 2 minutes. Quand on est dans l'hémicycle, on a 2 minutes. Je vais faire mes 2 minutes. Bon. Les guichets de gare, il y a de moins en moins de personnel dans les gares. Bon, là, ils délivrent des billets TER et des billets TGV. Alors après, on dit, c'est les régions qui décident. Alors, qui décident? Moi, quand je vais au Corest des régions,
bah je m'y perds. Il y a la SNCF qui est représentée, mais on ne sait plus qui commande. Alors, les élus régionaux, c'est eux qu'on voit au chapitre. Tout sénateur que je suis, franchement, je n'ai pas vu au chapitre. Donc, voilà. Il y a des choses que je ne comprends plus. Et donc, sur les guichets, ils sont indispensables. Alors, on dit c'est TGV, on dit c'est TER. Bon, voilà, c'est un peu mon interrogation. Et puis, une question importante, c'est sur tout le patrimoine immobilier de la SNCF. On n'a pas abordé le sujet, on pourrait aussi en parler 3 heures, qui est quand même très important. Vous avez beaucoup d'ouvrages d'art, il y a des lignes qui ont des super tunnels, ponts, viaducs, etc. On sait que ça coûte cher, mais ça fait partie aussi de l'histoire du patrimoine. Alors là-dessus, le partenariat avec les collectivités territoriales, vous l'avez. Les TGV qui utilisent des lignes classiques, alors tout le monde se bat pour... Charleville-Mézières-Sedan. Bon, mais moi, je relativise. Je mets toujours un bémol. Moi, je mets un bémol. Parce qu'après, le département a donné, la région a donné, les intercos ont donné. Tout le monde donne, d'accord, il y a un partenariat. Après, il faut voir la réalité des chiffres et des contraintes que vous avez. Pour ça, donc voilà, moi, je vais en arrêter là, mais je remercie, puis je remercie aussi l'ensemble des cheminots. Retraités et actifs, parce que moi, on parle beaucoup avec les contrôleurs, ils me parlent vraiment de leur métier. C'est aussi des personnes qui méritent respect, reconnaissance. Et le volet sûreté ferroviaire, que je n'oublie pas, sûreté ferroviaire, qui finance? Voilà, parce que je n'ai pas toutes les réponses. Il y a sûrement des aides aussi, mais c'est important, le volet sûreté ferroviaire. Ben, je crois, il y a des gens qui prennent jamais le train, moi j'en connais encore plein. Mais voilà, bon, je vous remercie sincèrement. Merci, cher Marc. Question de Gilbert Favreau. Monsieur le Président, j'ai 2 micros, comme ça va être parfait. Monsieur le Président, faire en doute de sa présentation, de la clarté des explications qu'il nous a fournies. Mais au terme de cette réunion, je suis un peu frustré parce que je pense que sur ce qui est l'objet de cette commission d'enquête, on touche pratiquement à la difficulté de trouver une solution. Je m'explique. On a une société qui est une société à 100% publique, la SNCF, qui donne un service qui, je crois, donne au moins dans le transport des voyageurs, le reste je le connais mal, mais je prends le train 2 fois par semaine et je peux dire que c'est un service très satisfaisant. Mais pour autant, qui aujourd'hui se voit interrogé par une commission qui va lui demander si elle a reçu des aides de l'État. Et il se trouve que la société en question que vous présidez, c'est une société qui à 100% est publique. Et là, il y a effectivement, on touche à la limite du compréhensible. Et on se dit que ne faudrait-il pas, dans ces conditions, soit qu'on mette tout au public et que le public paie tout ce que ce dont la SNCF a besoin pour fonctionner, ou bien est-ce que aujourd'hui, puisque c'est un dossier qui est d'actualité, est-ce que ne faudrait-il pas que l'ouverture à la concurrence des lignes de chemin de fer qui sont la propriété d'un réseau qui lui aussi est totalement public, est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir plus à la concurrence pour assurer un service certainement, enfin je l'espère, de bonne qualité, mais aussi à un prix qui serait peut-être moindre. Et en France, c'est le problème des services publics et je pense qu'il faut poser la question. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, Directeur Général, si vous voulez répondre, on aura une toute dernière petite question de notre rapporteur et on pourra conclure cette audition très intéressante
Mais il faut qu'on pense aussi aux suivants qui sont en train d'attendre. Bien sûr, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur le fret, effectivement, la question que vous posez, au fond, c'est la question à quelles conditions on peut développer du fret dans ce pays. Là encore, il faut regarder là où ça marche. Là où ça marche, il y a 2 éléments qu'on commence à faire, mais il faut continuer. Il faut accepter que l'État subventionne une partie de la production du coût du fret ferroviaire. Parce que si on laisse faire le camion prend tout. Donc, au fond, c'est une politique publique où on dit c'est pas grave, le camion prend tout, il faut laisser faire. Pas de subvention, le fret disparaîtra. Bon, c'est grave ou c'est pas grave. Si on considère que non, on ne veut pas ça, on ne veut pas que le camion prenne tout, il faut aider le ferroviaire. Tout le ferroviaire, pas que la SNCF, puisqu'on a des concurrents dans le secteur. Voilà, donc les pays où ça marche, il y a les aides au secteur. On l'a fait en France. Et on l'a même augmenté à 200 millions d'euros pour tout le secteur. La SNCF en ayant la moitié à peu près. Bon, oui, il faut la garder cette aide. Si elle disparaît, à nouveau, on aura des problèmes face à la route. Donc il faut la garder, il faut la pérenniser. 200 millions me paraît un bon niveau. Voilà. D'ailleurs, au-delà, la Commission commencerait à regarder ça d'un œil un peu critique. Deuxièmement, il faut que dans les infrastructures, il y ait une part pour le fret. Aujourd'hui, ce qui bloque le développement du fret, c'est que le fret voyage la nuit, et la nuit, il y a des travaux. Donc on a des problèmes. Donc il y a des goulots d'étranglement, il faut les traiter. Donc dans le plan d'infrastructure qu'évoquait le Président, il faut qu'il y ait une part qui aille aux infrastructures dédiées pour le fret. Il faut donner la capacité au fret. Voilà, s'il y a de la capacité pour le fret, s'il y a une aide à l'exploitation, le fret repartira. D'ailleurs, la preuve, c'est un petit signal, mais il nous a fait plaisir. Pour la première fois depuis des années, on a gagné 1 point de part de marché. En 2022, on est passé de 9 à 10. C'est pas grand-chose, mais ça a montré que ça pouvait remonter. Voilà, donc c'est pas foutu, mais il y a 2 conditions. Aide au secteur et de l'infrastructure spécifique pour le fret. Sur le, non, il n'y a pas. Alors sur la seconde question, non, il n'y a pas de volonté masquée de gêner, non, non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc voilà, donc rassurez-vous, il n'y a pas. Sur les guichets, alors qui décide quoi? C'est très clair. De plus en plus, les régions prennent tout leur pouvoir d'autorité organisatrice. Donc c'est elles qui décident. Voilà, d'ailleurs, et encore plus avec la concurrence, on le voit bien. Dans le cahier des charges, par exemple, quand il y a concurrence, elles vont préciser si le guichet doit être tenu ou pas. C'est la région qui le décide. Voilà, donc si vous avez des soucis avec ça, il faut aller voir la région. Les gares TGV, c'est SNCF Voyageurs qui décident. Les gares régionales, c'est la région. Île-de-France Mobilité, c'est pareil. Les gares de banlieue, c'est Île-de-France Mobilité. Voilà, maintenant, les rôles sont clairement répartis. La SNCF n'est qu'un opérateur et en plus mis en concurrence. Excusez-moi, Monsieur le Président, pardon, Président, mais c'est bien aussi la région qui décide de la fermeture des guichets. Oui, en même temps, dans les... Oui. D'accord. Oui, il faut que les choses soient dites. Voilà. Voilà, donc... Ah oui, peut-être, je trouve la question que vous avez citée, il faut la pointer. Il y a peut-être une autre forme d'aide qui peut arriver, c'est le problème des TGV et l'aménagement du territoire. Charleville-Mézières, la SNCF perd de l'argent. Il faut parler, il faut appeler un chat un chat. Quand la SNCF va à Charleville-Mézières, on est content d'y aller, parce qu'on a la fibre d'aménagement du territoire, ça fait partie de notre ADN, mais d'un point de vue comptable, aller en TGV à Charleville-Mézières, au-delà de Reims, on perd de l'argent. Alors, ce n'était pas un problème quand il n'y avait pas la concurrence. On était en monopole, péréquation à la française, vous avez un monopole, les lignes qui gagnent de l'argent payent les lignes qui en perdent. Et à la fin, il en restait, tout le monde était content. L'arrivée de la concurrence vient rompre cette construction, puisque les concurrents, ils ne vont pas à Charleville-Mézières. Ça m'étonnerait qu'ils viennent à Charleville-Mézières. Ils vont à Lille, ils vont à Lyon, ils vont à Marseille, ils vont aller à Bordeaux. Ils ne vont pas aller à Charleville-Mézières. Ils vont aller à Bordeaux un jour. Ils vont aller à Bordeaux. Si, ils se préparent à aller à Bordeaux. Voilà. Là, il y aura problème. Et je pense que là, il y a un problème qui est en train d'émerger. Quelles règles du jeu on se donne? Parce que moi, je pense que les TGV doivent aller à Charleville-Mézières. Mais il n'y a pas de raison que ce soit la seule SNCF qui supporte le coût d'aménagement du territoire. C'est ça le problème que vous pointez. Il faudra bien un jour ou l'autre qu'on le résolve, qu'on s'y attelle. Sur... je regardais le troisième truc. Alors oui, ça paraît un paradoxe. Alors... c'est pas parce qu'on est public qu'on n'est pas une société. Justement, le passage d'EPIC en SA, vous voyez, c'est pas la nature de la société qui devrait faire que cette société ne soit pas aidée comme les autres, encore moins quand elle est en concurrence. Puisque la loi fait de nous une société, certes une société publique, on a droit aux mêmes aides que les autres. Si on commence à dire un peu l'idée, parce que vous êtes public, vous n'avez pas droit à des aides, vous allez mettre cette société en difficulté par rapport à ses concurrents privés qui, eux, auraient des aides. Voilà, donc il faut faire très attention, à mon avis, à pas avoir une lecture un peu trop directe qui consisterait à dire, enfin c'est peut-être pas ce que vous avez voulu dire, monsieur le sénateur, mais en tout cas, pour être très clair là-dessus, puisque c'est ce que vous avez voulu dire, monsieur le sénateur.
Donc voilà, donc nous ce qu'on demande, on demande d'être traité de manière équitable avec les autres. C'est tout ce qu'on demande, mais on demande ça quand même. Et enfin, l'ouverture à la concurrence, c'est un vrai débat. On verra. C'est un peu trop tôt pour avoir, à mon avis, un avis définitif. Ça fait que quelques années que ça a démarré. Par exemple, sur la concurrence dans la délégation de services publics, toutes les régions le font progressivement. Il n'y a que Occitanie et Bretagne qui l'ont retardé au maximum. Toutes les autres régions y vont, ça a déjà démarré. Il y a des économies, il faut être honnête. Par exemple, on voit bien que même nous, on répond aux appels d'offres à des coûts inférieurs par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc il y a une économie, mais il y a des surcoûts. Par exemple, le fait d'allotir un TER global vous conduit la région à investir dans des ateliers, des petits ateliers qui coûtent. Vous voyez, des effets de désoptimisation industrielle. Quelle sera la balance qu'il faudra dresser de ça dans quelques années? On verra bien. Voilà. Mais en tout cas, l'avenir dira si globalement la concurrence a été globalement positive ou s'il y a des effets négatifs. Il y a le risque aussi un peu, quand vous combinez avec la régionalisation, que chaque région ne regarde que son intra-régional, en oubliant qu'un TER, c'est aussi la partie d'une desserte nationale. On a parlé des correspondances. Pour qu'il y ait correspondance, il faut que la politique régionale permette une correspondance en termes horaires, en termes tarifaires, en matière de distribution. Voilà, tous ces effets-là, on est en train de les découvrir et l'avenir dira si globalement ça a été une bonne chose ou pas dans notre pays. Merci, Monsieur le Président Directeur Général. La dernière question. Je ne vais pas la dire, mais bon, je regrette. Il y a deux choses. Non, je regrette parce que sur la question du fret, parce que c'est aussi une question importante. Moi, je suis scandalisé du fait que l'État ait cédé à la Commission européenne et qu'on démantèle en réalité Fret SNCF. Et je pense qu'on le paiera, parce que c'est le principal opérateur. Et au moment où on en aurait le plus besoin, on est en train de le démanteler, le couper. En plus, avec des salariés, je sais, vous avez essayé de le recaser, mais il y aura de l'effet sur l'emploi à long terme. Donc moi, je suis scandalisé de ça. Et je pense que nous aurions dû affronter, en réalité, la Commission européenne, quitte à aller à l'amende, plutôt que de faire ce que nous faisons. Parce que depuis la libéralisation, en fait, ça continue à chuter. Puis la deuxième chose, bon, très vite, un débat qui va nous opposer, mais bon, on vient dans l'actualité de vivre une semaine de grève. Bon, je rappelle, et Marc l'a dit, ma solidarité avec l'ensemble des cheminotes et des cheminots. Moi, je suis usager quotidien du train de banlieue, RERB. Et je sais bien que la question n'est pas la grève, qui arrive très ponctuellement et au bout de X temps de négociations. Donc d'ailleurs, je redis toujours que la grève est la dernière arme des travailleurs et des travailleuses parce qu'elle coûte au portefeuille et que 98% des retards subis ne sont pas de grève, sont des dysfonctionnements, alors parfois dus aux voyageurs, parfois au sous-investissement dont vous évoquez. Bon voilà, donc le redire évidemment à cet endroit et à ce moment-là, toute ma solidarité dans leur mobilisation. Merci. Merci, Monsieur le Président Directeur Général. Merci, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, pour cette audition très intéressante et où vous avez un vrai souci de transparence et de répondre aux différentes questions des différents collègues. Merci encore. Monsieur le Président. On est short.